Revenu, rebonsoir. Rebonsoir tout le monde, on est là, ça y est, on a notre petit café, notre petit déca pour les âmes sensibles comme moi, le petit verre d'eau qui va bien. Donc on se retrouve pour continuer ce live absolument exceptionnel, incroyable. Vous êtes 10 à nous suivre, en sachant qu'on est, Merci. on est la moitié du staff à être connecté. Merci pour ceux qui sont là, merci pour ceux qui nous écoutent. Alors vous avez écrit beaucoup de choses, principalement Remusma et Xco Curino. Merci beaucoup pour ce que vous avez écrit. Alors on va pas tout faire parce que je pense qu'on aura eu pour une bonne demi-heure. Vous avez eu des remarques assez intéressantes. Alors les remarques sur Annecy, je les garde pour la fin. Il y a quelques théories qui ont circulé. Il y a quelques théories sur qu'est-ce qui va se passer. Bah, ça aussi, on va les garder pour la fin, si ça vous gêne pas, histoire d'être raccord avec nos thématiques. Par contre, j'ai lu que effectivement d'autres gens pensaient que la mort de Frock était un peu décevante. Rémus, j'essaie de garder. Ah si, tu avais fait une petite réflexion sur l'Alliance. Du coup, on nous disait ça, oui, le couple Annie-Armin, je l'aimais déjà beaucoup avant qu'il soit canon, mais je le trouve très sympa, mais je ne m'attendais pas à de la romance entre des persos principaux. Vu le style d'Isayama, c'est assez inattendu, mais agréablement. Après, est-ce utile de créer une romance à ce stade du manga? Et pourquoi d'un coup? Pourquoi eux deux? Bonne question, très bonne question. Même si il y avait, on va dire, une amorce très lointaine de rapport entre les deux, bah après, ce qui est bien, c'est que ça fait une romance entre, vous me direz les autres si j'ai tort, entre un personnage un Eldien de paradis et un Eldien mar. Du coup, ça peut ne pas être inintéressant. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Ah, j'ai mon chat qui m'attaque les pieds. Voilà, je sens que je vais la remettre là où elle était. Sinon, ça va pas être possible avec un truc qui me déchire les pieds. Tu vois, Mishka, tu vas être gardé dans les annales, dans Internet, pour le coup. Donc, le bataillon va très mal, on est tous d'accord. Il y avait une remarque sur Levi, encore une fois, je pense que le à plus tard, Annecy était totalement que Levi va bientôt suivre, hein, on est tous d'accord par rapport à ça. X Kokono, il y a beaucoup de théories, du coup, ça, on gardera un peu ça pour plus tard. Tac, tac, tac. Il y a beaucoup de... Pardon, Comment? je reviendrai sur ce que justement disait Isco Kuruno à la fin. Ok, ok. Et donc voilà, on était tous d'accord que Frock... bah on va y venir. Alors attendez, dans mon programme, c'était la carte ou Frock d'abord? Parce que si c'est la carte d'abord, ça nous laisse du temps. Bah c'était la carte. Chez la carte. Allez, donc, alors pourquoi on va s'intéresser 5 minutes, comprenez à peu près 45 minutes, sur la carte? Parce que, encore une fois, on a eu une carte du monde de Shingeki no Kyojin qui a popé dans une case, carte qui était déjà apparue 2-3 fois. Alors, apparemment, on était plusieurs à pas avoir capté, alors que beaucoup ont capté quelle était cette carte et en fait par rapport à quoi elle était faite. Mais pour ça, je vous propose d'abord d'écouter notre historien et géographe attitré, Monsieur Hipstery Teacher. Hipstery Teacher, que peux-tu nous dire sur la carte du monde de Shingeki no Kyojin? Alors, vous m'entendez là? Oui. Ok, parce que j'ai un bug visiblement. Ouais, non, j'ai une espèce de bug là, donc bon. Normalement, je l'ai remis. Vous m'entendez? C'est bon? Toujours. Ok, parfait. Donc oui. Alors, apparemment, c'est quelque chose qui traînait depuis un petit moment sur les internets. C'est vrai. Ouais, je suis désolé, Pistory, il y a un Du monde sortir
J'avoue que moi, à ce moment-là, j'avais lu le précédent scan où il y avait eu une carte de ce type assez rapidement alors que j'avais une pause entre 2 heures de cours. Et ça m'avait pas plus traversé l'esprit que ça. Alors que pourtant, normalement, je suis censé être habitué à avoir des cartes du monde, même si elles sont à l'envers. Voilà, ça m'avait pas particulièrement marqué, mais j'avais vu ça traîner, j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais pas plus cherché au-delà. Et là, effectivement, c'est vrai que en voyant ce scan-là, je me suis davantage appesanti sur la question. Bon, ça m'a sauté au visage. Ça paraît évident quand on y pense, mais effectivement, si vous avez déjà vu traîner ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Sinon, en fait, simplement, vous prenez la carte que l'on voit à un moment dans le scan, quand Eren parle avec Yelena, et vous allez procéder à une double inversion, c'est-à-dire une inversion horizontale et verticale. En gros, ça veut dire vous... sur le live, t'inquiète pas. Je vais juste chercher le Ok. en mode review qui le montre, mais je vais essayer d'afficher ça sur le live. Ok, parfait. Donc en fait, simplement, il suffit d'inverser ouest et de la même manière inverser nord-sud. Et du coup, on tombe sur une carte. Alors, c'est pas le monde en entier. On est centré sur l'Afrique. On voit essentiellement l'Afrique, ainsi que, on va dire, ce qui correspond au sud de l'Europe. Mais du coup, c'est positionné à l'envers. Et là-dessus, on va avoir donc l'île du paradis qui va correspondre à, à Madagascar, l'Afrique qui va correspondre à, en gros, le continent principal, le mainland, et vous avez toute une partie au sud où on va retrouver la Méditerranée renversée. Alors, là aussi, la dernière fois, on en avait discuté. En fait, quand vous prenez le nom Mar tel qu'il est prononcé en japonais, tel qu'il est écrit en romaji, vous voyez qu'en fait, le nom, c'est Mare, avec un A long. Donc, c'est une prononciation, c'est même Mare, avec un R qui est roulé. Ça rappelle la façon de prononcer en latin ou en italien ce qu'est la mer, donc Mare. Donc, ça désignait un peuple de la mer, dont on a identifié qui sont en gros des Romains, on le voit à leur tenue dans le passé. Les tenues dans le présent des mares rappellent celles les chemises brunes de l'Italie fasciste, donc ils sont très identifiables comme étant des Italiens, et puis surtout, en fait, la mer Méditerranée pour les Romains, c'était Mare Nostrum. On sait qu'à un moment, ils ont été sur le fameux mainland, puisque c'est là qu'ils ont croisé les Eldiens, et donc, il est probable qu'en fait, les mares se trouvaient donc sur le sud de ce continent, donc dans la zone qui correspondrait effectivement à la Méditerranée, mais renversée, là où les Eldiens, eux, étaient plutôt dans le centre du continent, donc ce qui va correspondre au cœur de l'Afrique. Et donc, du coup, par rapport à la disposition du monde, les Eldiens sont au nord, les mares sont au sud. On est dans une disposition qui est équivalente, même si c'est pas le même continent, on est dans une disposition qui est équivalente à celle qui, dans notre monde, était la disposition de l'Empire romain par rapport à l'endroit où se situaient les peuples saxons, les peuples germaniques. Donc on a quelque chose qui est très proche et qui en même temps n'est pas identique, puisqu'en fait on est sur une carte qui est doublement renversée. Et donc en fait, moi je trouvais ça très intéressant, cet aspect-là, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui a été relevé depuis un petit moment, on s'en est rendu compte par la suite. Bon, moi j'ai pas traîné beaucoup sur les réseaux sociaux relevant des SNK, ça fait assez peu de temps que je commence à suivre ce genre de choses. Je me contentais de lire le manga et j'avais pas traîné tellement avant. Donc je me suis rendu compte qu'on trouvait ça beaucoup, mais c'est assez peu finalement analysé le pourquoi Isayama a fait ça. Et donc en échangeant avec Majax à propos de ce scan, moi je disais
que en fait c'était assez intéressant parce que quand on parlait tout à l'heure des aspects symboliques, de l'aspect esthétique, en fait c'est un élément que je pense qui correspond à l'esthétique d'Isayama. C'est-à-dire qu'en fait il va nous représenter concrètement une carte du monde qui est la même que la nôtre ou qui est très proche de la nôtre, mais avec une double inversion. Alors, c'est pas absolument identique, puisque la corne sud de l'Afrique, qui là se retrouve au nord, est légèrement différente, etc., etc. Mais on a comme ça quelque chose de très proche, de manière à nous faire comprendre qu'on est dans un monde qui est proche du nôtre, mais comme il y a des titans, il est quand même aussi différent, et donc on a une sorte d'uchronie, et qui procède à des renversements sur certains éléments. Un des renversements principaux que j'avais relevé, enfin, que j'ai proposé à Majax, après c'est de l'ordre de l'interprétation, donc à voir aussi ce que les autres vous pensez par rapport à ça, et c'était notamment par rapport au fait d'identifier l'île de Paradis comme étant correspondant à Madagascar, parce que Madagascar, ça on le sait, ceux qui font de l'histoire le savent un petit peu, le grand public le sait moins, mais en fait, lorsque les nazis ont décidé d'éliminer le peuple juif, c'était dans leur projet très tôt, mais ils ne voulaient pas forcément les éliminer physiquement immédiatement. Ils ne voulaient pas forcément les faire disparaître au sens les tuer. Ils voulaient simplement les faire disparaître d'Europe. Et donc, un des projets qui a été lancé et sur lesquels ils se sont interrogés pendant un petit moment, et ça c'est avéré parce que du coup, on a des sources là-dessus, on a des traces. En gros, ils ont travaillé dessus entre 1938 et 1940. C'était le projet d'exiler les Juifs européens sur l'île de Madagascar. En fait, faire une sorte d'île de Juifs. Et ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, ici, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on a une uchronie avec là aussi une forme d'inversion, comme c'est le cas avec la carte sur le plan de l'esthétique. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le fond de ce que représente Isayama sert la forme. Donc on a cette inversion sur le plan physique de la carte, de la géographie, mais en fait ça sert aussi une inversion sur le fond, puisque au lieu d'avoir des personnes qui se font exiler sur une île du type île de Madagascar, là c'est un choix pris par en gros les Germaniques eux-mêmes, les Germaniques de ce monde, c'est-à-dire les Eldiens, de s'exiler sur une île. C'est le roi Fritz qui prend cette décision pour son propre peuple. Et alors du coup, faut qu'on fasse pas un raccourci en se disant ah mais du coup les Eldiens c'est bien des Juifs, etc., etc. Non, là vraiment on les a identifiés comme un peuple, comme le peuple germanique, et justement c'est là-dessus qui fait que Isayama procède à une grosse différence par rapport à ce que nous on a fait. Si à la limite vraiment on voulait essayer de faire une comparaison avec le peuple juif, ça serait plus à mettre en relation avec Moïse qui essaie de sortir son peuple d'Égypte en traversant la mer Rouge. Et finalement, même là, ça marche pas, puisqu'en fait, il est censé les libérer d'après les croyances de ce qu'il y a dans la Bible, alors que là, finalement, que fait le roi Fritz? Il les enferme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut l'interpréter de plein de façons différentes, cet élément-là. Moi, je vous propose là, en fait, deux interprétations, soit par rapport à l'histoire avec les nazis et leur projet sur Madagascar, soit peut-être un lien avec le fait de traverser la mer Rouge. Et dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est que les éléments qu'il reprend, il les transforme. Et vous voyez comment, en fait, c'est par petites touches sur le plan esthétique, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre ça. On peut interpréter ça de cette manière-là, comprendre qu'en fait, Mais il y a marqué 0 sur le compteur. Oui, je vois aussi marqué 0 personne. Non, ça va se remettre 11.
11. Moi, j'ai 11. J'ai 11. Merci à vous d'être restés. Franchement, c'est Merci cool. de pas être parti chez la concurrence. Et il y a Anaki qui nous Donc, le Je sais pas bug- ce qui passe en le backstage. nouveau titre du live va être le bug Twitch expliqué. Voilà. C'est... Mais on avait dit quoi, les deux doigts de Levi expliquent. Il y a Anakin, on a trouvé un autre, c'est quoi? Annie va tomber amoureuse d'Armin? Ah zut. Avec la nouvelle émote. Avec la nouvelle emote, évidemment. Alors, les deux doigts de Levi expliqués. J'ai pas suivi. C'était quoi? Attends, je vais le remettre. C'est où? Annie va tomber amoureuse d'Armin, elle est parfaite celle-là. On revient les gens, on revient. Voilà, on retourne. Du coup, Hipstery, tu reprends ton exposé et après on va passer à la mort de Froc. Je propose. Oui, alors je vais essayer de faire ça vite. Enfin, je dis bien essayer parce que c'est pas mon fort en général. Donc apparemment, Eren me disait qu'au moment où ça a coupé, j'étais en train d'aborder la question de l'Uchronie. Tu étais en train de redire, ouais, tu parlais de l'Uchronie, ouais, c'est ça. Et donc en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde, l'univers de Shingeki no Kyojin, au-delà du fait de la présence des Titans, a des aspects uchroniques, c'est-à-dire qui rappellent en fait notre monde, mais avec des variations qui peuvent être, pour certaines, relativement importantes. Donc là, l'exemple que je prenais par rapport au fait que, notamment, l'île du Paradis, ça correspondrait sur la carte à Madagascar, ça peut nous évoquer le fait qu'à un moment, les nazis avaient envisagé, ils n'avaient pas prévu dès le départ d'éliminer les juifs, ils avaient envisagé de les exiler sur l'île de Madagascar, d'exiler les juifs européens en 1938 sur l'île de Madagascar. En quoi est-ce que ici ça constitue une uchronie? C'est que là, ici, ce n'est pas exactement une partie du peuple germanique, puisque du coup c'était les juifs allemands qui auraient été exilés, mais l'ensemble du peuple germanique qui s'exile sur cette île de Madagascar sous la contrainte donc du roi Fritz. Donc on a quelque chose qui est proche de ce qui a été envisagé historiquement dans notre univers, qui là a eu lieu, mais qui a quand même une différence. C'est pas exactement la même chose, parce que là c'est finalement tous les Eldiens, donc finalement tous les Germaniques, quand on entend leur nom, ils sont à consonance germanique, qui sont exilés là-bas. Et ce que je disais, c'est que voilà, il faut pas faire non plus un raccourci en faisant les Eldiens, c'est du coup forcément les Juifs si il y a ce rapprochement qui est fait. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et je disais aussi que si on peut faire éventuellement un rapprochement avec les Juifs, ce serait avec l'histoire de Moïse, puisqu'il est censé libérer son peuple d'Égypte en traversant la mer Rouge. Donc là, c'est pareil, on met en sécurité le peuple eldien en lui faisant traverser la mer, mais au final, c'est pas pour le libérer, c'est pour l'enfermer. Donc, en ce sens-là, si vous voulez, il y a un renversement par rapport à des choses qu'on pourrait retrouver équivalentes dans notre monde. Et donc, il y a une vraie, il y a une vraie mise en parallèle entre le fond, cette uchronie, et la forme, enfin, des références uchroniques, et la forme qui vont être, du coup, cette terre qui est doublement renversée. Donc, quand souvent on entend dire à propos d'Isayama, il y a des critiques qui peuvent être faites sur son trait, sur son dessin, etc. Bon, il y en a de moins en moins, mais on en entend encore. En fait, là, je vais faire référence à un auteur de bande dessinée célèbre, un Américain qui s'appelle Will Eisner, qui a en fait théorisé l'art dans la bande dessinée qu'il a appelé l'art séquentiel. Pour lui, le trait, c'est une chose, mais il faut y rajouter aussi d'autres éléments qui vont être le découpage et qui vont être aussi le jeu sur les lumières. Et là, en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est tout ça mélangé qui va constituer finalement la bande dessinée en tant qu'œuvre d'art. Et des petits détails, même si ça paraît insignifiant, mais des petits détails comme le fait de comme ça renverser doublement la carte
pour insister, pour rappeler le fait que on a affaire à une uchronie, ça joue de l'esthétique générale. On pourrait reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de Pic, qui est systématiquement en périphérie des cases, que l'on voit de dos par rapport au découpage, pour bien insister sur le fait qu'elle a le blouson du bataillon d'exploration. Tout ce genre de choses-là montre que il n'y a pas que le trait, et que derrière, il y a quand même une certaine maîtrise esthétique. Il y a tout un symbolisme, et la carte elle-même entre en compte dans ce symbolisme. Et donc du coup, moi, ce qui m'avait intéressé là-dedans, c'est que j'avais vu des choses, des traînées sur Internet, comme à propos de cette carte qui était la Terre doublement renversée. Mais finalement, on n'en tirait pas grand-chose. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair, assez concis. Bah, merci On a beaucoup. compris l'idée générale. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou on passe à la mort de Froc? Niveau cartes, c'est vrai que c'est le plus calé, donc Ouais, je je pense- pense. Ouais. Le seul truc que je voulais rajouter, c'est que on aurait pu en fait prévoir que c'était un petit peu ça en fait. Si on regarde les tomes en fait, la couverture intérieure des tomes, on avait déjà vu une délimitation. Donc déjà à l'époque, on pouvait entre guillemets prédire, faire l'oracle en disant qu'on était sur une île. Et il me semble qu'il y avait déjà eu cette carte qui était passée à droite à gauche et on avait déjà moi, enfin, ça m'est déjà arrivé aux oreilles que c'était Madagascar, l'île du paradis, et que le continent c'était l'Afrique, tout ça. Donc, ça me fait plaisir qu'il y ait une image en fait qui soit vraiment apparue, qui ait vraiment une explication. Et franchement, là, ton explication était superbe. Voilà, Alors, on va tout de suite passer à la mort de Froc, qui est la première mort du chapitre, qui est une mort assez marquante. Froc, qui est un personnage très ambivalent, que on a adoré détester pendant plus d'1 an, mais dont la mort est finalement assez vite expédiée, a été assez surprenante dans son exécution, parce que on avait une construction en parallèle avec Jean, et nous tout le monde pensait qu'il allait avoir un final, en tout cas qui allait les opposer. Faut pas être devin pour se dire que Froc avait des chances de réapparaître. Voilà, on est tous d'accord. Voilà. Non, mais je me permets de le dire quand même. Je veux dire, en termes de narration, bon, moi, il serait mort comme une merde dans le port. Je trouvais l'image très ironique, mais évidemment, il décide de pousser l'ironie encore plus loin. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que Froc, qui veut, ce que je disais dans ma review, qui veut être un héros, qui veut pas être un figurant, qui veut être le protagoniste de l'histoire, il finit en vieux rebondissement scénaristique pourri. Et ça, je trouve ça super cruel comme traitement, en fait. Comme traitement d'un point de vue méta, c'est pas mal joué, finalement. Donc, Frog, du coup, notre apprenti Navillon. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont bondir quand je vais dire ça, mais je suis désolé, à un moment, faut dire les mots, ce qu'il fait, ça s'appelle du totalitarisme, du fascisme, ce que vous voulez. Quand on exécute les gens sommairement parce qu'ils sont pas d'accord avec vous, parce que quand on recrute des jeunes qu'on oblige à tabasser leurs supérieurs pour montrer qu'on est bien avec nous et que on met en place une espèce de propagande d'État envers un extérieur qu'on n'a jamais vu. Voilà, ça s'appelle c'est exactement ce qui se passe dans un mouvement totalitaire. Donc, Froc, est-ce que quelqu'un veut parler dessus ou pas? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi, je veux bien. Allez, vas-y. Vas-y, moi je parle juste après. Ok. Donc bah du coup, le personnage de Frog, comme t'as dit, c'est un personnage que j'ai adoré détester. Parce que j'aime beaucoup son traitement quand même si c'est un traitement qui est comme très cruel au final, à la fin. Mais ce personnage, bah du coup, qui voulait devenir un héros, qui voulait devenir un personnage un peu comme Erwin quelque part. Enfin, pas vraiment comme Erwin en fait, il voulait servir un personnage comme Erwin plutôt. Mais voilà, il voulait devenir un peu un nouveau héros, ce personnage, et au final, il devient, enfin, sa mort en tout cas fait beaucoup penser à celle d'un figurant dans un film ou dans un manga, tellement elle est vite expédiée.
Effectivement, ça devient, comme tu disais, un ressort scénaristique. Il devient juste un ressort scénaristique à sa fin de vie, qui va juste retarder les personnages. J'ai trouvé ça, du coup, très bien vu de la part d'Isayama. J'ai beaucoup aimé l'ironie de la chose. Enfin, c'est presque plus cruel qu'ironique en fait. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, Anakin, tu veux y aller? Ouais. Pour Flotch, enfin Froc, moi personnellement, en tout cas, s'il était mort au 131, ça m'aurait pas dérangé. Et même, ça m'a même pas dérangé qu'il n'y ait pas eu d'affrontement avec Jean. Enfin, j'ai pas trouvé ça gênant non plus. Parce que Flotch, enfin Froc, excusez-moi, je l'appelle Flotch, euh, comme on l'a déjà dit, c'est un personnage qui a voulu devenir Erwin en quelque sorte, qui a voulu guider les autres, etc. Devenir vraiment le protagoniste de sa propre histoire, etc. Et par exemple, dans le 131, il y a une position que j'ai trouvée intéressante, où on le voit s'élever dans les airs en disant je serai celui qui sauverait Eldia. Et au même moment, il se prend un shot de Gabi, qui a la gâchette facile, décidément, et il tombe dans l'eau. Et à ce moment-là, moi, j'avais trouvé ça intéressant parce que je m'étais dit, c'est marrant parce que ce personnage qui veut tellement s'élever dans les cieux pour atteindre la figure du demi-dieu, etc., retombe immédiatement dans les eaux et, resserre au final, en plus de ça, comme un ressort scénaristique. Donc en plus de ça, c'est assez cruel. Et comme tu l'avais dit, Majax, dans ta review, on voit d'un côté l'opposition entre Annecy et Frog, pardon. Oh là là. On voit Frog mourir étouffé dans son propre sang avec juste Jean et Annecy pour le regarder. Et de l'autre côté, on a la mort d'Annecy qui brille de mille feux en même temps qu'elle s'enflamme pour affronter les titans. Et c'est peut-être anodin, mais à la fin du chapitre, on voit l'avion s'envoler, et je me suis dit, mais en fait, on voit les titans qui arrivent, et on se dit, mais en fait, Rock est actuellement en train de se faire écraser pendant que tout le monde part. En fait, c'est vraiment un personnage qui, même à la fin, on l'oublie quasiment instantanément, il se fait écraser, et voilà, on passe à autre chose. Et je trouve ça assez cruel de la part d'Isayama au final. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire, mais je trouvais ça intéressant. Voilà. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais pas du tout pensé le fait que, oui, il va être piétiné dans son hangar et en fait, Frock, il en reste absolument rien. Et pourtant, paradoxalement, Ouais, voilà. c'est quelqu'un qui s'est dévoué à sa cause, même si la manière d'être exécuté était ignoble, même si c'est quelqu'un qui est resté fidèle à cette vidéo jusqu'au bout, d'où le parallèle qui est rapidement faisable et que tout le monde a fait avec Hansi, c'est que les deux chefs finalement des deux groupes meurent dans le même chapitre, de manière assez opposée finalement, mais finalement en se revendiquant tous les deux d'Erwin, ça on me l'avait fait remarquer, tous les deux se revendiquent d'Erwin, les deux restent fidèles à leurs vidéos. Je suis pas du tout d'accord avec la review qu'a fait le chef Otaku où il dit que Hansi, elle y va en mode il y a plus rien, bah les couilles, je vais mourir et je laisse le truc. Je pense que c'est pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, elle incarne vraiment les valeurs du bataillon et qui sont finalement des valeurs positives qu'on attribue à l'humanité, c'est-à-dire le désir de liberté, le désir de connaître et la capacité à se sacrifier pour le bien collectif. Et Frock, lui, c'est le personnage que malheureusement on va oublier. Et du coup, encore une fois, il y a un truc qui est très très méta. Annecy, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur Frock? Vous m'entendez là? Oui. Oui. Vous avez dit un paquet de trucs intéressants, notamment ce que disait Anakin sur justement la possible mort qu'il aurait pu vivre dans le 131 et puis ses aspirations sur Erwin. Là, vous résumez bien le personnage. Surtout, oui, peut-être à la limite rajouter le fait, je sais pas si vous vous souvenez, à sa première apparition, c'était donc avant la reprise de la Shinganshina, on avait les cadets qui étaient en train de manger en mode tranquille, il arrive et il leur dit oui, effectivement, il y a eu toute une campagne, devenez le héros des murs et tout, et c'est ça sa première apparition. Sa première caractérisation, c'est un petit gars qui vient des brigades de la garnison parce qu'il n'a pas été dans les premiers,
et qui est happé par ce discours de vouloir devenir un héros en fait. Il le répète lorsque justement ils sont sous les tirs du temps bestial, et en fait vraiment dès le début il est dans cette quête d'être le héros en fait. Il a une espèce de complexe d'infériorité, il veut être quelqu'un de spécial, et en ça moi je l'ai toujours rapproché à Shardiz en fait. Sauf que Shardiz, il en a pris conscience et il avait un peu son héroïsme, il a essayé de le chercher dans la lutte pour l'humanité, tandis que l'héroïsme que cherchait Frock, il le cherchait en fait dans les d'un autre peuple. Alors, bon, après, légitime ou pas, ça on peut en débattre, hein. La fandom on débat bien depuis au moins 1 an maintenant, mais c'est vrai que il y a le parallèle que je verrais le plus évident avec Frock, pour moi ce serait Shardiz, parce que Shardiz il a eu ce même complexe d'infériorité, et on a ce chapitre, je sais plus lequel c'est, le 113 je crois, où justement Frock fait lyncher Shardiz, et c'est un parallèle qui est assez intéressant, et je trouve qu'il est assez révélateur de ce que voulait Frock. Et Frock, d'ailleurs Anakin l'a répété, il a dit « Je serai celui qui sauvera Eldia », il a pas dit « Je sauverai Eldia ». Alors, du coup, cette dernière apparition dans le chapitre 132 nuance un petit peu ça, et finalement, elle le rend un peu terrifiant dans le sens que, par fanatisme pour une cause et par volonté de devenir un héros, on est prêt à vraiment y croire, à se prendre à sa propre illusion, en fait. Et c'est ça aussi qui fait qu'il est assez terrifiant, le personnage. Alors, c'est hyper intéressant. On pourrait même rajouter que, du coup, les derniers mots, c'est notre île, le diable, etc., comme ce qu'il disait déjà avec Erwin, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un diable je voulais dire ça. pour défendre Paradis. Et en fait, c'est un peu, si j'ose dire, il a un peu fait littéralement un pacte avec le diable, finalement. Pour être le héros, il fait un pacte avec Eren. Alors, il y a toujours ce rapport avec Eren qui est pas très clair. Est-ce qu'il le suit, lui, vraiment, Eren, par conviction, ou est-ce qu'il instrumentalise? Ça, c'est une question qu'on s'est toujours posée. Donc nous, dans notre interprétation apocalyptique, nous, on avait fait de Frock la seconde bête de l'apocalypse, c'est-à-dire celui qui répand la parole du dragon, du diable sur Terre pour tromper les hommes. Alors, on m'avait fait remarquer de manière très intelligente que cette symbolique-là pouvait être aussi attribuée à Sig, dans le sens où Sig, il est divinisé à plusieurs endroits, il y a plusieurs apparitions de Sig, notamment lorsqu'il revient à la vie. Hein, il est revenu parmi nous, où il revient de manière un peu christique. Donc, il y a Sig qui peut prétendre au prix d'être la deuxième bête de l'Apocalypse, mais il y a Frock aussi, pour le coup, parce que c'est quand même le porte-parole d'Eren, c'est lui qui va mobiliser les Eldiens autour de la cause de la restauration d'Eldia. Et cette cause pour la restauration d'Eldia, c'est un truc qui est typiquement... on va dire c'est un des traits caractéristiques du fascisme, c'est le fait de faire advenir un monde nouveau en s'appuyant sur un passé qui est totalement fantasmé. Or, je pense que tout ce qu'on a vu du passé d'Eldia, ça a pas l'air très folichon quand même, ça a pas l'air d'être quelque chose de très pacifique, et je pense que les peuples qui vivaient sous domination eldienne devaient pas avoir une vie très très facile. Donc ouais, c'est pour rajouter. Si je devais rajouter, alors là, je suis vraiment dans de la sur interprétation. Ipsuri, il me voit arriver avec ça. Du coup, vous savez on avait 13 personnages. Il y en a un qui dégage. Ils faisaient tous partie du bataillon. Enfin, en tout cas, Flock faisait partie de son exploration, et c'est le traître. Je rappelle qu'il y a un traître qui est lui aussi roux dans la Bible. Il est roux. C'est Judas. J'attendais pas celui-là. Judas qui finit par se suicider par culpabilité et qui se pend. Du coup, il meurt la corde au cou. Alors là, j'assume le fait de surinterpréter. Frock, il meurt avec une corde au cou quand même, mine de rien. Donc voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je surinterprète? Je sais pas, mais en tout cas, ça vaut le coup d'être dit. Je vais rebondir parce que moi, la première chose que j'avais à dire, c'est que Frock, Floch, peu importe comment on l'appelle. Frock. J'insiste sur le Frock. Non mais moi, Frock, ça me fait penser à un mot familier qui dit pantalon. Tu vois, c'est pas très respectueux pour ce personnage. Flock, moi, ça me fait penser à Flop. Exactement le bruit qu'il a fait en tombant dans la baille, quoi.
Mais je n'apprécie pas ce personnage, je ne cautionne pas ses actes. Je pense même que Eren s'en est servi comme un pion parce que ben, déjà il n'avait pas une très bonne relation avec Eren. Euh, dans la saison 3, on a pu le voir, il s'est même opposé à lui, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment le goût du pouvoir, l'accès au pouvoir qui lui est monté à la tête et qui s'est dit ouais, en faisant le toutou pour Eren, je vais pouvoir dominer. Et mais je pense que Eren ne lui a jamais rien demandé, lui a jamais rien dit de fais ça pour moi, fais ça pour moi. Mais Si, quand même, on a le 131, on a 2-3 flashbacks. ben, on a juste quelques Et- images en fait où il le met dans la confidence, mais il lui dit pas il lui dit pas d'être totalitaire avec l'île, de réduire en esclavage, enfin de frapper, enfin je sais pas. je sais pas, à partir du moment où tu dis que tu vas éradiquer la totalité de la population, si tu dis à l'autre, vas-y, fais un peu de totalitarisme pendant que je suis pas là, histoire de maintenir le truc à flot, moi ça me choquerait pas. Hein. Ça me choquerait tellement pas. Hein. À voir, Bon, mais bah, à voir, c'est pas, c'est peut-être pas faux ce que tu dis, hein. Je prendrai pas le risque de dire que c'est faux. Mais je pense quand même il aurait mérité mieux ce con quand même, parce que voilà, enfin, je trouve que c'est pas. Je voulais qu'il meure, hein. J'ai pas aimé, j'aimais pas ce perso. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'il meure. Mais j'aurais préféré quelque chose de plus cruel en fait, parce que là c'est comment dire, c'est rapide en fait. Il arrive, il fait le malin avec son flingue en mode haha, je suis réapparu, hein, je suis de retour. Et en une demi-seconde, bah il y a plus. Donc justement, je pense que c'est ça la cruauté en fait, c'est qu'il y a pas une fin flamboyante, tu vois. Il y a pas une fin où il termine en justement la première fois où il essaye de partir avec classe, il tombe à l'eau de manière pathétique avec un espèce de plan large. C'est juste une petite silhouette qui fait un espèce de truc, mais c'est ultra déceptif quoi. On dirait une crise d'impuissance pour le coup si j'ose dire. Et la deuxième fois, euh, il meurt comme une merde. Pour moi, c'est ça le plus cruel pour lui finalement. C'est pas que la mort soit la mort est déjà violente en elle-même, mais juste la mort, elle est insignifiante. Sa mort est insignifiante. C'est le contraire de ce qu'il voulait, et c'est le contraire de ce que va avoir Anti en plus. oui, c'est vrai que pour le coup, Anti a une mort plutôt flamboyante, et même, C'est le cas de et le même dire. dans le sens propre comme dans le sens figuré, elle a vraiment une mort flamboyante, c'est le cas de le dire. Mais oui, c'est vrai que du coup, ouais, c'est. Après, voilà, il a quand même. C'était sûr, hein, à 2000% que il allait revenir. Tout le monde pensait qu'il allait tirer sur quelqu'un. Et au final, il a tiré sur l'avion, en fait. Et c'est pas insignifiant ce geste. Parce que moi, je me pose quand même la question. Ça peut être qu'un détail, hein, ça peut être une broutille, mais ils ont quand même réussi à décoller. Est-ce qu'ils vont pas avoir une panne? Est-ce qu'ils vont pas avoir un problème une fois arrivé dans l'air? Bon, c'est qu'un sujet secondaire, hein, je vais pas forcément m'attarder dessus, mais je sais pas, je pense que je regardais avec un. Je vais rebondir aussi sur un autre truc. Je regardais avec un ami le début d'SNK, là, il y a encore cet après-midi, là. Et, Pixies qui dit dans l'épisode 10 que si un ennemi se dressait contre les humains, alors ils feraient tous front pour le combattre. Et Eren, alors j'ai regardé en VF parce que mon pote regardait en VF, Eren dit que cette vision-là était totalement utopiste. Et ça me fait penser en fait à ça aussi, enfin, le fait que ben, l'Alliance essaie de faire front ensemble, mais ça fonctionne pas toujours. Mm. Euh, et ça rejoignait un petit peu ça. Il y a aussi d'autres phrases que j'ai repérées. Je me rappelle plus des phrases exactes. Ça serait intéressant d'en reparler si je m'en souvenais, mais malheureusement je me rappelle pas là. Mais ouais, c'est vrai que pareil, il a insisté sur quand il est persuadé en fait que qu'il fallait pour lui ramener ce démon à la vie. Et il était persuadé que c'était son rôle à lui de ramener ce démon à la vie. Alors au début c'était pour Arwen. Une fois que Arwen était parti, c'était pour Eren. Donc finalement, est-ce qu'il a quand même pas réussi à atteindre son objectif, Frock, avec le fait de, bah que le grand terrassement puisse se permettre de se passer, tout ça. Je ne sais pas si au final il n'a pas réussi son coup en mourant, avant de mourir. Donc, je sais pas.
Si, on peut dire qu'il a plus ou moins réussi. Après, oui, comme tu dis, je voulais rebondir, mais j'ai déjà oublié. Voilà, c'est Le vachement fait de bien. faire front. L'animateur est vachement bien. Le fait de faire front, Voilà. peut-être. Ouais, non, alors, l'idée de faire front, c'est l'idée qui a beaucoup traîné dans le fandom pour essayer de justifier ce que faisait Eren. Bon, jusqu'à ce qu'il y ait le 130 qui débarque et qu'on te dit, bah non, en fait, il va pas nous faire une lelouch. Pour ceux qui voient, ceux qui connaissent la référence. Je vois. On était un peu, on s'est demandé ça. Dans le chapitre, il est quand même dit, et je reviens sur le flashback de la carte avec Yelena qui lui dit, bah on peut faire ça, on peut aller détruire toutes les forces. Mar, ils s'en relèveront pas, les autres ils s'en relèveront pas. Il fait pas ce choix-là. Donc ça veut dire qu'à un moment, et ça c'est la réponse qu'on peut faire à tous ceux qui nous disent oui, mais c'est quoi ta solution à part le grand terrassement, c'est quoi la solution? Déjà, on n'a pas besoin d'avoir une solution pour s'opposer à un génocide. On a le droit de dire que c'est pas une bonne solution sans avoir de réponse. C'est un peu un sophisme. Et deuxièmement, en fait, Yelena avait donné une solution et qui n'était pas durable, mais il y avait une solution quand même. On aurait pu imaginer plein. Attends, je finis. On aurait pu imaginer plein de solutions. On aurait pu imaginer que il commence à faire alliance avec d'autres pays qui sont ennemis avec Mar, parce qu'il y en a plein quand même. Mar est en mode hégémonique et on sait qu'il y a plein d'autres pays. Et aussi rappeler que, je pars un peu en digression, que les gens qui disent oui, mais Eren il a attendu jusqu'au bout pour voir si l'humanité allait le faire, etc. Il a donné une chance. Pour moi, il n'y a pas eu de chance qui a été vraiment donnée à partir du moment où, à aucun moment, Eldia, quand je parle, pardon, l'île du paradis ne s'est jamais manifestée de manière diplomatique aux autres pays, en fait. Donc, au bout d'un moment, la solution n'a pas été si recherchée que ça, je trouve. Mais je digresse. Vas-y, Eren, fini. Et après, on passera à la question débile, et après, on passera à Hansi. Moi, ce qui m'a fait un peu de la peine, c'est que au moment de partir, je crois que c'est Hansi avant de mourir a dit que la solution de l'élimination douce de Sieg, bah, c'était pas si mauvaise. Et j'aime beaucoup Hansi, mais je trouve ça dommage d'avoir balancé ça comme ça en fait, hein. Je veux dire, l'élimination de notre peuple au final, c'était mieux que c'est. Enfin, Je pense pas qu'elle dit que c'était si bien, mais c'est que elle reconnaît que c'était la solution peut-être la plus douce pour régler le problème des titans pour le monde, mais c'est peut-être pas la meilleure solution pour Eldia. Dans tous les cas, Eldia était foutu parce qu'en fait, c'est empêcher les Eldiens d'avoir des enfants, donc les laisser vivre, mais après, les laisser crever, ils pourront pas se reproduire, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir de vie. Enfin, je trouve ça tellement. Mais honnêtement, je trouve ça très cruel. Moi, franchement, ce plan-là, quand j'ai entendu parler de ce plan-là, moi, ça m'a dégoûté au plus haut point. Franchement. De quel roi tu décides de doter la vie, de doter le droit de donner la vie, juste parce que ce peuple-là peut procréer et ce peuple-là peut se transformer en titan. Ouais, le problème, c'est qu'après, l'autre solution qui a été donnée, c'est on s'oppose au fait d'enlever à un peuple le droit de se reproduire. Et par contre, l'autre solution que j'ai choisi, par contre, c'est je vais annihiler totalement les autres peuples. Du coup, voilà, on est dans une ambivalence et justement, c'est ce que fait le bataillon. C'est ils essayent d'arrêter le truc pour voir est-ce qu'une autre solution, elle est pas possible finalement. Est-ce que la discussion est pas possible? C'est ce qu'incarne Gabi, c'est ce qu'ont incarné Magat et Shadith. C'est peut-être le moment où il y a tout qui s'écroule et les gens ils se disent peut-être qu'on pourrait communiquer en fait. Peut-être qu'essayer de communiquer entre et pas faire des assauts pro-eldiennes qui se réunissent dans un petit bâtiment où ça m'étonnerait que leur force politique soit représentative. Parce que ça, j'ai repensé à ce moment-là, mais j'ai fait, mais en fait, en quoi ces gens sont décisionnaires de quelque chose? Voilà. Alors, on reviendra à ça si tu veux après, parce qu'on va essayer d'avancer un peu parce qu'il est quand même 23h40. Il est tard. Voilà. Est-ce que vous voulez faire une pause ou vous voulez enchaîner tout de suite? Vu qu'il y a eu la coupure, moi ça me dérange dérange pas. Allez, on enchaîne. Alors, on va souffler un peu, parce qu'on a parlé de trucs graves, on en a parlé de génocide, on a parlé de mort, de fascisme, on a parlé d'euthanasie, donc on va se détendre un peu avec la question débile. Alors, vous êtes prêts? Alors, la question débile.
Donc, il a été, certains ont évoqué, suivez mon regard, vouloir connaître les convictions du parasite. Et alors moi, je me suis demandé, à votre avis, qu'est-ce que aurait voté le parasite en 2017 ? Est-ce que, à votre avis, le parasite, il est plutôt en marche ? Philippe ? Le parasite, si c'est lui qui... Attends, je finis, ne m'interromps pas. Je te vois venir. Ou alors, il est plutôt Rassemblement National. Ou, cinquième option, parce qu'il ne faut pas l'oublier, est-ce qu'il est plutôt Jacques Cheminade ? Alors, vos options. Donc, En Marche, Poutou, Écologie Les Verts, le Rassemblement National et Jacques Cheminade. À vous de jouer. Moi perso, je l'aurais bien vu à l'UPR. À l'UPR, carrément. Ah oui, je l'avais oublié, l'UPR. Évidemment. Donc le parasite, tu le verrais plutôt à l'UPR, toi. Ouais, je pense. Ok. Anakin, tu le verrais. Parasite, hein. Tu le verrais où le parasite ? Dans quel serait le parti politique français du parasite ? Alors là, oh putain, je sais pas, je sais vraiment pas. On parle du parasite, on est d'accord là. Ouais, on parle du parasite. On parle des convictions politiques du parasite. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais Ouais, si tu sais pas, tu mets En Marche, hein, c'est mieux. Ouais, voilà, En Marche, voilà. Voilà. Littéralement. Hipstery, toi, tu le verrais dans quel parti politique, le parasite ? Ah non, mais moi, c'est évident. À partir du moment où tu pars du principe que tu considères qu'il a une conviction, et disons que la personne qui a sous-entendu ça voulait dire qu'il avait un plan secret et qu'il était à l'origine du grand terrassement, bah c'est facile. Le mec, le parasite, il est En Marche. Parce qu'il fait marcher littéralement Oui, les murs. dire. Donc, Ouais, il fait se déplacer tous les titans. Donc, la question se pose. Non, je vais faire mieux. La question, elle est vite répondue. C'est son Eren, projet. et Ren, pour toi, alors, le parasite, quel parti politique ? Je dirais qu'il est En Marche aussi, vu qu'il fait avancer les titans. Il a juste à traverser la mer pour détruire le monde. Au lieu de traverser la rue pour trouver du travail. Alors c'est pas très Rassemblement National, hein, parce que ça respecte pas trop les frontières. Hein. Non, c'est pas Rassemblement National. Non, c'est plus En Marche, ouais. Ouais. Raccord avec le titan assaillant. Il fait qu'avancer. Et toi, Annecy, alors pour toi, le parasite, il est quoi ? Ah si, vous m'entendez, c'est bon. Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire chasse, pêche et tradition, parce que... La nature, c'est surtout la nature qui lui importe. Exactement, voilà. Et puis, regardez, qu'est-ce qu'ils provoquent ? Ils provoquent des titans. Qu'est-ce qu'ils font, les titans ? Ils chassent de la viande. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu justement... chasse, pêche et tradition ? Je pense qu'on est bien parti là-dessus. Ouais. Si, en plus, ça fournit des titans pour qu'on puisse aller chasser en mode bataillon d'exploration et tout. Et il y a des zones de chasse, tout ça. Et non, j'avais pas pensé à chasse, pêche et tradition. Si tu peux reposer les propositions dans le Discord, je vais mettre un chat un sondage sur le chat, ça peut être marrant. Ouais. Et alors sur le chat, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Bientôt. Alors, je suis en train de me marrer. Bientôt à voir les colossaux en gilet jaune. Le paradis, c'est notre projet. Chasse, pêche et tradition dans ma tête. Jäger, hein. Je rappelle que Jäger, ça veut dire chasseur, hein, en plus. Voilà. Merci le chat, merci beaucoup. Moi, il y a un petit côté Philippe Poutou, hein, quand même, dans tout ça, en mode révolution, hein. J'avais déjà fait le parallèle, hein, levez-vous damnés de la terre, du passé faisons table rase. On a un peu ça, mais effectivement, chasse, pêche et tradition, ça me plaît bien. Il y a un petit côté cheminade, peut-être. Mais ouais, c'est vrai que Cheminade, il voulait pas aller sur Mars, lui ?
Si. Ouais. Donc, est-ce que le parasite viendrait pas de Mars des fois? Ah bah oui, quelle est l'origine du parasite? Il vient de la Mars inversée qui est à la place de Vénus. Et voilà, il fait un plan des extraterrestres pour venir envahir la planète. Alors, juste, Anti nous a fait un merveilleux montage. Alors, je vous lis quand même le montage d'Anti parce qu'il est magnifique. Le grand terrassement n'est, d'après Alain Soral officiel, le grand terrassement n'est qu'une invention du gouvernement pour établir le nouvel ordre mondial. Les titans colossaux aperçus sont des dépenses incroyables pour nous faire croire que le grand terrassement, ne bougez pas de chez vous. Merci beaucoup. Prétendu grand terrassement, hein, voilà. C'est Merci écrit dans beaucoup. mon livre. Et ça, n'importe qui peut s'en rendre compte. Je veux dire, ça se trouve partout, dans les sources. Et je lis dans mon livre Voilà. qu'on est à sa 128e réédition. Non, mais de toute façon, je trouve que le grand terrassement, voilà, c'est une invention des Eldiens. Hein. Les Eldiens, c'est des Juifs. Hein. Ackerman, hein, ça c'est juif. Hein. On le sait. Hein. Lévi, hein, ça, plus juif, tu meurs. Comme par hasard, ils ont un brassard et comme par hasard, il y a des étoiles. Hein. Comme par hasard. Hein. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit. Et on avait aussi, Ça arrive par loin. on avait aussi le petit tweet d'Emmanuel Macron quand je parlais de la République en marche. Je ne pense pas. Hashtag grand terrassement. Hashtag nous sommes en guerre. Merci beaucoup Anti pour tout ça. Moi je propose, voilà, c'est l'opération résilience. Hein. C'est Je vous laisse voter je vous parasite, laisse voter au il petit a- sondage sur le chat. Hein. Amusez-vous. Le parasite, il a un petit côté aussi, parce qu'il est très versatile, le parasite. Hein. Un coup, il est chez les mares, un autre coup, il est chez les Eldiens. Enfin, je trouve qu'il y a un petit côté Manuel Valls aussi. Hein. la pire insulte politique qu'on peut faire à quelqu'un, le parallèle avec Emmanuel. Au bout d'un moment, ça va être facile. Et il va lâcher les Eldiens, le parasite, et il va se présenter à l'élection municipale à Barcelone. Donc, on connaît son plan en fait. C'est où Barcelone déjà dans ce monde? Ah bah c'est vers le sud, c'est vers le sud-ouest du coup. Sud. Ouais, c'est ça. Il va débarquer. Oui, je me présente. C'est ça. Bah, merci pour ce moment si je. En Bon, plus, c'est tout à fait dans le Le thème. parasite en Nicolas Sarkozy aussi, c'est pas mal. bon, on va reprendre. On passe la salade. Donc, je vous propose de passer à un sujet un peu plus triste après cette bonne franche rigolade, histoire de se détendre un peu, avant de passer au truc le plus important du chapitre, c'est bien sûr